Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur l'apprentissage et la mémoire. Voici la carte mentale en question avec ses différentes branches. La première sur l'apprentissage, la deuxième sur les différents types de mémoire. Ensuite, la troisième va porter sur un type de mémoire qui est la mémoire explicite, la suivante sur la mémoire implicite. Nous aborderons ensuite la mémoire émotionnelle pour terminer sur la question de la plasticité cérébrale dans les apprentissages et la mémoire. Commençons par définir ce que l'on entend par un apprentissage. Un apprentissage se caractérise par un changement. On pourrait s'arrêter là, on peut compléter la définition en disant qu'un apprentissage se caractérise par un changement dans le comportement d'un organisme en réponse à une expérience. On peut élargir cette définition en disant qu'un apprentissage se caractérise par un changement dans les capacités ou encore dans les connaissances d'un organisme, toujours en réponse à une expérience. Alors, lorsqu'un apprentissage est réalisé, on peut l'évaluer et on va pouvoir l'évaluer via l'évaluation des comportements ou encore des capacités ou encore des connaissances. Bien entendu, pour cela, il faut que l'organisme soit placé dans une situation qui lui permette d'être amené à révéler ce qu'il a appris. Donnons un exemple de protocole d'expérience d'apprentissage parmi un ensemble de protocoles qui existent. On peut imaginer deux groupes, un groupe test qui va être exposé à une expérience E, au cours de laquelle il va par exemple apprendre certaines choses, et puis un groupe témoin qui ne va pas être exposé à cette expérience E. On peut se demander si l'expérience a été à l'origine d'un apprentissage. Donc pour cela, on peut faire une évaluation, par exemple des connaissances des deux groupes, et puis comparer ces connaissances pour conclure sur l'existence ou non d'un apprentissage. Évoquons quelques types d'apprentissage. Commençons avec les apprentissages dits non associatifs. Donc, dans ce cadre, un sujet va être exposé à une expérience et suite à l'expérience qui va être évaluée, c'est le changement d'une association qui préexiste à l'expérience. Exemple, l'habituation. Lors d'une habituation, si l'on expose l'organisme à une stimulation, eh bien, l'organisme va y répondre. Si cette même stimulation est renouvelée, alors que cette stimulation n'est ni bénéfique ni dangereuse, eh bien, au bout d'un moment, l'organisme va cesser d'y répondre. On qualifie souvent l'habituation d'apprentissage dit négatif, puisque finalement, lors d'une habituation, un organisme va ignorer une stimulation. Donc c'est d'une certaine manière un type d'apprentissage qui va permettre à un organisme d'ignorer le bruit de fond. Lors d'une sensibilisation, que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'un organisme est exposé à une stimulation qui va souvent revêtir un aspect plus ou moins menaçant pour l'organisme va y répondre. Et si cette stimulation est renouvelée, ou bien même si une stimulation qui est familière pour l'organisme se présente, eh bien, on va voir que l'organisme va répondre de façon plus intense. Associé à la sensibilisation, on trouve l'idée d'alerte, c'est que lorsqu'il y a sensibilisation, l'organisme va présenter un état d'alerte et présenter une sensibilité plus importante aux diverses stimulations. Donc les apprentissages non associatifs portent donc, comme on l'a dit, sur des associations qui sont préexistantes, qui vont changer au cours de l'expérience, du moins s'il y a apprentissage. Dans un apprentissage associatif, des éléments donc de l'expérience vont s'associer. Donc quand le sujet est exposé à une expérience, on va justement évaluer l'association qui se crée au cours de l'expérience. Deux types d'apprentissage sont dits associatifs. D'une part, le conditionnement classique, ou pavlovien ou répondant. D'autre part, le conditionnement instrumental ou opérant. Dans le conditionnement classique, ou pavlovien ou répondant, au cours de l'expérience, on va voir qu'une association va se former, nous l'avons dit, entre deux éléments de l'expérience, en l'occurrence deux stimuli qui sont présentés. On nomme ainsi ces stimuli, l'un est appelé stimuli conditionnel ou SC, l'autre est appelé stimuli inconditionnel ou SI. Illustrons ce qui se passe avec l'expérience de Pavlov qui a vécu de 1849 à 1936.
Donc il commence par faire une observation préliminaire. Il constate que si on donne de la viande à un chien, ce qui représente la stimulation inconditionnelle ou le stimulus inconditionnel, eh bien la réponse inconditionnelle, RI, présentée par le chien, va être une réponse de salivation. Si on passe par une phase d'expérience qu'on va répéter, à chaque fois qu'on distribue la viande, on fait précéder la distribution par un tintement de cloche. Le tintement de cloche représente le stimulus conditionnel ou SC. On évalue ensuite ce qui se passe, que se passe-t-il quand on présente le tintement de cloche seul, le stimulus conditionnel. Eh bien, on observe une réponse dite conditionnelle ou conditionnée, RC, qui va être une salivation de l'organisme. Donc, évidemment, on peut se dire que les réponses inconditionnelles et conditionnelles sont les mêmes. Ce qui est important, c'est de voir que ce qui les provoque n'est pas la même chose. La réponse inconditionnelle est provoquée par la présence de la viande. La réponse conditionnelle est provoquée par simplement le tintement de cloche. Ça veut dire qu'au cours de cette expérience, l'organisme a associé les deux stimuli, conditionnel et inconditionnel, ensemble avec le stimulus conditionnel qui a une certaine valeur prédictive. D'où cette réponse inconditionnelle qui est un peu une réponse anticipée. On observe la même chose dans le conditionnement de la réponse palpébrale. Dans l'observation préliminaire, on constate qu'un stimulus inconditionnel, un jet d'air envoyé sur l'œil entraîne une réponse inconditionnelle, la fermeture des paupières. On répète une expérience plusieurs fois, on fait précéder le jet d'air par un son qui représente le stimulus conditionnel et on évalue que se passe-t-il quand le son, le stimulus conditionnel est présenté seul. Eh bien on observe une réponse conditionnelle ou conditionnée qui est la fermeture des paupières. Là encore, il y a bien association entre les deux stimuli conditionnés et inconditionnels. Dans une expérience de conditionnement de peur, on observe à nouveau la même chose. Dans l'observation préliminaire, on constate que l'application d'une décharge électrique sur le plancher de la cage dans laquelle se trouve un animal entraîne une réponse inconditionnelle de l'animal qui est un comportement de peur. Si on répète l'expérience plusieurs fois, on fait entendre un son à l'animal avant d'appliquer chaque décharge électrique, eh bien le stimulus conditionnel représente le son. On évalue que se passe-t-il si le son est présenté seul. Eh bien, on observe une réponse conditionnelle ou conditionnée. L'organisme va présenter un comportement de peur. Là encore, il y a association entre les deux stimulations, la stimulation conditionnelle et la stimulation inconditionnelle. Concernant les caractéristiques que l'on peut mentionner au sujet du conditionnement classique, on peut dire qu'il s'agit d'un apprentissage qui existe chez de nombreux organismes, que de nombreuses structures nerveuses sont impliquées. Chez les mammifères, on peut évoquer les systèmes sensorimoteurs. On sait qu'une lésion à ce niveau va entraîner une impossibilité de retrouver les résultats trouvés par Pavlov. On peut aussi évoquer l'implication du cervelet. On sait que certaines lésions du cervelet vont rendre impossible l'acquisition d'une réponse palpébrale, d'une réponse conditionnée palpébrale. On sait que des lésions au niveau des amygdales cérébrales vont rendre impossible le conditionnement de peur. D'autre part, ces apprentissages sont adaptatifs. Comme on l'a dit, ils vont permettre de prévoir ce qui va se passer de l'environnement. On sait aussi que ces apprentissages peuvent disparaître si le stimulus conditionnel se présente un certain nombre de fois sans être au final suivi par le stimulus inconditionnel. La réponse va peu à peu s'affaiblir. Donc ça renforce l'aspect adaptatif de ce type d'apprentissage. Notons également qu'un certain nombre d'expériences sur l'aversion gustative ont montré que l'appariement temporel entre stimulus conditionnel et inconditionnel n'est pas toujours indispensable. Dans la plupart des expériences présentées ici, il y a un temps très court qui précède entre le stimulus conditionnel et stimulus inconditionnel. Ça peut être un temps de plusieurs heures lors d'une expérience d'aversion gustative. Et d'autre part, on se rend compte aussi qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel stimulus comme stimulus conditionné. Là, on a évoqué un son, un flash lumineux fonctionne aussi, mais les expériences d'aversion gustative montrent qu'effectivement, il ne va pas y avoir d'association entre l'état dans lequel se trouve l'organisme et puis une stimulation conditionnelle. Évoquons le conditionnement instrumental ou opérant dans lequel, au cours de l'expérience, une association va se former entre d'une part le comportement de l'organisme et d'autre part les conséquences du comportement de l'organisme.
C'est Thorndike, 1874-1949, qui à la fin du 19e siècle a mis au jour ce type de conditionnement. Son expérience a consisté à enfermer dans une cage un chat affamé et à placer de la nourriture à l'extérieur. Le chat pouvait ouvrir donc la cage via un loquet présent à l'intérieur de la cage et il constate que l'animal, au bout d'un moment, va présenter un comportement qui l'amène à faire glisser le loquet et les conséquences sont qu'il va avoir accès à la nourriture. Donc, d'autres expériences ont été menées, notamment par Skinner, 1904-1990, qui est un des chefs de file après Watson du mouvement behavioriste, et il va mettre au point un dispositif qui sera nommé la boîte de Skinner, qui permet d'envisager une grande diversité d'expériences, avec pour but, ce qui est le but des behavioristes, qui est d'identifier les lois fondamentales gouvernant les apprentissages. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce conditionnement donc instrumental ou opérant? On peut dire qu'il s'agit d'un apprentissage par essai-erreur. Si on revient à ce qui se passe lorsque le chat est dans sa cage, il ne va pas tout de suite faire glisser le loquet, il va se lancer dans un certain nombre de comportements et c'est seulement au bout d'un moment que son comportement va faire glisser le loquet et ouvrir la cage. Donc il y a un tâtonnement qui existe et on peut considérer que l'association est faite à partir du moment où le temps de réalisation de la tâche diminue. Une fois que l'animal a ouvert une première fois la cage, si on le remet dans la cage, il va ouvrir plus rapidement le loquet. Ça signera le fait qu'il a compris comment ouvrir finalement la cage. Au cours de ce type d'apprentissage, ce type d'apprentissage va se produire car il y a un renforcement qui va se faire. Donc le renforcement, c'est le fait que les conséquences du comportement vont augmenter la probabilité que le comportement se produise. Alors un renforcement peut être positif lorsque les conséquences du comportement amènent quelque chose d'appétitif à s'ajouter. Un renforcement peut être négatif lorsque les conséquences du comportement vont supprimer quelque chose qui est aversif. En fait, dans les deux cas, finalement, on peut dire que le renforcement a pour conséquence un bénéfice pour l'organisme, ce qui va effectivement augmenter la probabilité de production de son comportement. L'inverse d'un renforcement, c'est ce qu'on appelle la punition. La punition, c'est une conséquence du comportement qui va diminuer la probabilité de production du comportement. Là aussi, la punition peut être positive ou négative. On dira positive quand quelque chose est ajouté, en l'occurrence quelque chose d'aversif, là cette fois-ci va être ajouté, et la punition sera dit négative quand quelque chose d'appétitif va être supprimé. Alors, concernant ce conditionnement instrumental, une grande diversité d'associations sont possibles au cours de ces apprentissages. Il y en a également qui ont été étudiés dans un autre dispositif qu'on appelle la piscine de Morris. Et bien sûr, tout un tas de circuits nerveux peuvent être le support de ce type d'apprentissage, ce qui est aussi un apprentissage assez communément rencontré chez les organismes. Alors il existe tout un tas d'autres apprentissages que l'on peut mentionner. L'empreinte qui est souvent placée aussi dans les conditionnements associatifs. On peut évoquer l'observation, l'imitation, la coélaboration, encore l'instruction et le tutorat. Notons que les behavioristes ont effectivement identifié tout un ensemble de lois concernant les apprentissages, mais que leur manière d'envisager les apprentissages ont aussi été remises en question, notamment par la Gestalt psychologie, qui a montré que lors d'un apprentissage, on n'apprend pas nécessairement que par essai-erreur, il y a plein d'autres possibilités qui existent, et la psychologie cognitive a aussi mis en évidence un certain nombre de choses, notamment le fait que lors d'une expérience d'apprentissage, c'est pas la plupart du temps un seul élément qui est appris, mais il y a une multiplicité des attributs d'une expérience d'apprentissage. Si on revient par exemple aux chiens de Pavlov, ils apprennent quelque chose durant les expériences qui leur sont proposées, puisque un conditionnement se réalise, mais ils vont aussi apprendre tout un tas d'autres éléments. Ils vont savoir à quel moment de la journée ils sont testés, dans quelle pièce, et ainsi de suite.
Et terminons avec une dernière remarque concernant les connaissances contextualisées. Lors d'une expérience, des apprentissages peuvent être réalisés, ils le sont dans un contexte donné, et il va être important de pouvoir transférer ces connaissances à d'autres contextes. Donc important pour ça de décontextualiser, puis de recontextualiser. On peut évoquer la situation dans laquelle des connaissances théoriques sont acquises. Il va être nécessaire de les décontextualiser pour les recontextualiser autrement, de façon à pouvoir utiliser ces connaissances théoriques dans un cadre plus pratique, par exemple lors d'un stage. Évoquons différents types de mémoire qui ont été identifiés. Notons que nous pouvons envisager les mémoires selon deux grandes caractéristiques, soit leur temporalité, leur durée, soit leur qualité, c'est-à-dire leur nature, et que les deux peuvent plus ou moins donc se recouvrir. Alors si on se centre d'abord sur la question de la temporalité et de la durée, on peut parler de mémoire iconique. La mémoire iconique, c'est aussi ce qui est appelé mémoire immédiate ou encore mémoire sensorielle ou tampon sensoriel. On peut l'envisager comme étant une forme de mémoire qui va permettre d'obtenir une certaine continuité sensorielle. Elle ne va pas nécessairement présenter la même durée pour les différents sens. À titre d'exemple, pour le système visuel, on estime que la mémoire iconique va durer plusieurs centaines de millisecondes, ce qui va permettre une certaine continuité dans l'imagerie visuelle. Au niveau sonore, on estime que cette mémoire iconique dure probablement une vingtaine de secondes. Cette mémoire va nous permettre d'une certaine manière de retenir le début de la phrase quand on arrive à la fin de la phrase et de pouvoir éventuellement avoir accès au sens contenu par la phrase. Autre type de mémoire, la mémoire à court terme ou MCT que nous assimilerons à la mémoire de travail. On s'est questionné sur l'existence éventuelle d'une mémoire à moyen terme qui en fait n'existe pas. La mémoire à moyen terme, on entend par là le fait par exemple à la fin d'une journée de se souvenir de l'endroit où on a garé sa voiture le matin. En fait, c'est une forme de mémoire à long terme ou MLT. La mémoire à long terme pouvant être parfois permanente, on peut parler dans ce cas-là de mémoire permanente. Mais quand on parle de mémoire à long terme, il s'agit d'une mémoire qui va avoir une certaine durée dans le temps, parfois permanente, mais pas nécessairement. Alors ces deux formes de mémoire ont été donc identifiées et on peut dire que certaines situations expérimentales permettent de, a priori, valider, au moins empiriquement, leur existence. Si on demande à une personne, enfin à des personnes de retenir une liste de mots et de redonner les mots contenus dans la liste quelques secondes simplement après avoir lu la liste, on constate globalement que les personnes vont donner le premier mot de la liste. C'est ce qu'on appelle l'effet de primauté, on appelle ça aussi le priming ou l'amorçage. Et on associe cela à la mémoire à long terme, nous allons comprendre pourquoi dans un instant. On constate aussi que les personnes vont se souvenir du dernier mot de la liste. On parle d'effet de récence et on l'associe à la mémoire à court terme. On peut parler de ces deux catégories parce que si au lieu de demander simplement quelques secondes après avoir lu la liste, et plutôt quelques minutes, donc après avoir lu la liste, si on demande aux personnes de restituer les éléments présents dans la liste, on va constater que l'effet de récence n'est plus présent, seul subsiste l'effet de primauté. Donc la conclusion qu'on peut élaborer est la suivante, est de se dire que le premier mot de la liste suscite quelque part un peu de curiosité et fait que ce mot va être finalement envoyé d'une certaine manière dans la mémoire à long terme. Par contre, l'effet de récence, il est présent juste après avoir lu la liste, mais il ne l'est plus après, parce qu'effectivement, ce dernier mot lu va rester dans une mémoire à court terme, il ne va pas entrer dans la mémoire à long terme, et la mémoire à court terme ne durant pas très longtemps, et bien ce mot va être perdu. La mémoire à court terme, c'est difficile de lui donner réellement une durée. Si on revient un petit peu au cadre de base qui avait été proposé, c'est de se dire qu'elle dure une trentaine de secondes et qu'on peut y stocker 7 plus ou moins 2 items, ce qui était le chiffre magique que Miller a proposé en 1956. Mais c'est un peu difficile d'être aussi catégorique. Alors, continuons avec les mémoires qu'on peut présenter suivant leur qualité, la nature de leur contenu. On peut parler d'une mémoire dite déclarative ou explicite. Déclarative, parce qu'il s'agit d'une mémoire qu'on peut déclarer. Il y a possibilité de verbaliser les éléments contenus dans cette mémoire. En cela, ils sont explicites, c'est-à-dire qu'ils sont conscients.
Au sein de la mémoire déclarative, on peut évoquer différentes formes de mémoire, notamment la mémoire sémantique, qui est aussi souvent appelée mémoire collective, parce que dans ce type de mémoire, des éléments collectifs y sont stockés. Ça correspond par exemple à tout ce qu'on peut trouver dans une encyclopédie. La mémoire épisodique, par contre, c'est une mémoire personnelle. Globalement, on peut se dire que c'est une mémoire qui va permettre à un individu de savoir à quel moment, dans quel lieu, avec qui, il a acquis une connaissance encyclopédique. D'autres formes de mémoire peuvent être évoquées. On peut évoquer la mémoire autobiographique, qui un temps était vue comme équivalente à la mémoire épisodique, qui est plus vue maintenant comme une forme de mémoire qui va permettre à l'individu de forger son identité, d'avoir une sensation de continuité au sein de son identité, et donc dans laquelle on va trouver tout ce qui est personnel à l'individu. Mais c'est une mémoire qui est un petit peu aussi à cheval sur les deux premières. La mémoire prospective, c'est une mémoire dans le futur. Par exemple, si je mets un gâteau à cuire et que je dois ensuite arrêter le four après un certain temps, je peux soit utiliser rappel interne, me dire il faut que j'arrête le four dans 10 minutes, et il va falloir que j'y pense moi-même, soit je peux me dire il va falloir que j'arrête le four quand une minuterie sonnera, et à ce moment-là, il s'agit d'un rappel externe. Et on peut évoquer la mémoire émotionnelle sur laquelle nous reviendrons, qui n'est pas à proprement parler une mémoire déclarative ou explicite, mais qui va l'influencer. Autre forme de mémoire, la mémoire non déclarative ou implicite. C'est une mémoire non déclarative, elle ne peut pas se déclarer, elle ne peut pas la verbaliser, ou en tout cas difficilement. C'est une mémoire du coup qui est plutôt qualifiée d'implicite, puisque c'est plutôt quelque chose d'inconscient. Et cette mémoire va pouvoir se traduire plutôt à travers des performances et non pas une verbalisation. On peut typiquement évoquer la mémoire d'action ou procédurale, par exemple le fait de savoir faire du vélo, ce qu'on va pouvoir montrer via des performances, mais ce sera difficile d'expliquer comment on s'y prend pour faire du vélo. On peut évoquer la mémoire perceptive, mémoire du percept, qui est d'ailleurs impliquée dans l'amorçage, l'effet de primauté. Ce qui veut dire que si on présente deux listes de mots à des groupes différents, enfin une liste à un groupe, une liste dans laquelle on a des éléments qui appartiennent au vocabulaire de l'habillage, et puis à l'autre groupe une liste avec des éléments qui appartiennent au vocabulaire de la voiture, et qu'on demande ensuite à l'un et l'autre groupe de définir ce qu'est une ceinture, eh bien le groupe exposé au vocabulaire de la voiture va être amorcé, va finalement s'orienter vers le percept de la voiture et va définir la ceinture comme étant une ceinture de sécurité. Le groupe qui a, lui, été exposé aux éléments de vocabulaire qui appartiennent aux vêtements, eh bien, va, lui, définir la ceinture comme étant un élément qui permet de retenir une jupe ou un pantalon. Donc, il aura été amorcé, orienté sur le percept du vêtement. On peut placer dans ce type de mémoire la mémoire des apprentissages associatifs et non associatifs, et on retrouve la mémoire émotionnelle qui va pouvoir aussi moduler les éléments qui sont mis en stock dans cette mémoire non déclarative ou implicite. Notons que pour que la mémoire se constitue, eh bien, différents processus doivent avoir lieu. Un processus d'encodage, d'acquisition de l'information, un processus de consolidation de ces informations qui va permettre le stockage de ces informations qui pourront ensuite être rappelées. Si l'un ou l'autre de ces processus dysfonctionne, des troubles mnésiques vont se présenter. Nous avons ensuite fait quelques remarques, notez que les capacités de la mémoire à long terme sont énormes, ce que nous avons souligné du reste avec les cas des hypermnésiques, ce qui nous a aussi permis de mettre en avant l'importance de l'oubli, notamment pour accéder à des concepts et puis des éléments simplifiés qui vont nous permettre d'appréhender facilement et efficacement notre environnement. Nous avons évoqué différents entre guillemets trucs mnémotechniques, et noter que ce qui est important pour acquérir de l'information, c'est de donner du sens aux informations, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir relier les nouvelles informations aux informations qui sont déjà présentes en nous. Nous avons souligné l'impact que les émotions peuvent avoir justement sur la constitution des souvenirs, et noter que si on utilise par exemple différentes molécules chimiques, on peut empêcher les émotions de moduler l'élaboration donc des souvenirs. Et puis nous avons répondu par l'affirmative aux 3 questions suivantes.
Oui, on peut empêcher la formation des souvenirs, oui, on peut effacer des souvenirs, et oui, on peut implanter des souvenirs. Nous allons nous centrer, pour commencer, sur la mémoire explicite, qui est la plus étudiée. Nous aurons beaucoup moins de choses à dire. Ensuite, sur la mémoire implicite. Alors, cette mémoire explicite, nous allons l'envisager à travers des cas cliniques, mais il faut savoir que pour étudier cette mémoire, on peut donc bien sûr étudier des cas cliniques, mais on peut aussi s'intéresser à l'expérimentation animale, à l'imagerie fonctionnelle cérébrale, par exemple, travailler avec des personnes placées dans un appareil d'IRM. C'est ce qui permet de voir qu'il y a tout un tas de structures qui sont impliquées dans la mémoire. Et donc sur quoi nous allons nous centrer, c'est donc sur des cas cliniques. Nous allons voir que différentes altérations de la mémoire existent, et nous allons essayer de mettre en évidence un certain nombre de structures nerveuses qui sont importantes dans la mémoire. Commençons avec le cas de cette personne, HM, qui est probablement le cas le plus célèbre dans les études sur la mémoire. Alors, en 1953, HM a 27 ans. Il subit une exérèse des lobes temporomédians parce qu'il est victime de crises d'épilepsie qui sont récurrentes. À la suite de son opération, ces crises d'épilepsie seront contrôlées, son expression va être normale, son QI reste normal. Par contre, on se rend compte qu'il présente une amnésie, à la fois une amnésie rétrograde, c'est-à-dire une amnésie, une perte de souvenirs. En l'occurrence, chez lui, il s'agit d'une perte d'un certain nombre de sourires, puisque ce sont les 10 années précédant son opération qui vont être perdues. Et il présente aussi une amnésie dite antérograde, qui est une amnésie du futur, c'est-à-dire l'incapacité pour lui à former de nouveaux souvenirs. À partir du moment où il est opéré, il ne peut plus constituer de nouveaux souvenirs. Donc HM a été étudié pendant de nombreuses années par Brenda Milner, qui note que HM, donc, il ne peut plus former de nouveaux souvenirs. Néanmoins, si on lui montre une liste de mots, il peut la répéter juste après que la liste lui ait été présentée. Et elle constate aussi qu'il est capable, malgré tout, d'apprendre une nouvelle tâche motrice. Donc, les conclusions sont les suivantes. Avec HM, on peut dire que deux formes de mémoire temporelle semblent exister. Une mémoire à long terme qui dysfonctionne chez HM, d'où cette amnésie donc rétrograde et antérograde, et une mémoire à court terme qui, elle, fonctionne puisqu'il est en mesure de répéter une liste de mots tout de suite après l'avoir vue, si du moins son attention n'est pas perturbée entre le moment où on lui montre la liste et le moment où on lui demande de la restituer. D'autre part, ce cas permet aussi de souligner le fait qu'il existe probablement deux natures de mémoire, explicite et implicite, que c'est chez lui la mémoire explicite qui dysfonctionne, puisqu'effectivement, il y a ces amnésies rétrogrades et antérogrades, c'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir en particulier constituer de nouveaux souvenirs explicites, en plus d'avoir perdu un certain nombre de souvenirs explicites. Et à côté de la mémoire explicite, la mémoire implicite, chez HM, elle fonctionne puisqu'il est capable d'apprendre de nouvelles habiletés motrices. Chez HM, nous l'avons dit, ce qui est supprimé, ce sont les lobes temporaux médians dans les deux hémisphères cérébraux. On peut donc dire que le lobe temporal médian semble être une structure importante pour la mémoire à long terme explicite. Évoquons un autre cas, RB. Il a 52 ans dans les années 80 et il est victime au cours d'une chirurgie cardiaque d'une ischémie qui entraîne une lésion temporale. Plus exactement, ce qui est lésé chez lui, c'est une petite région qu'on appelle la région CA1. C'est ce qui correspond à l'hippocampe au sens strict, CA voulant dire corne d'Amon. Et chez lui, ce qu'on observe, c'est une amnésie qui est chez lui donc essentiellement en fait non pas rétrograde, mais antérograde. Je me suis trompée ici, je corrigerai avant de mettre la carte en ligne. Hein. Donc c'est bien une amnésie essentiellement antérograde. Donc ce qu'on conclut chez RB, comme c'est aussi une structure finalement située au niveau des lobes temporaux médians qui est abîmée, on peut se dire qu'avec le cas de RB, ce qui semble être crucial pour la mémoire à long terme explicite, eh bien c'est l'hippocampe.
Évoquons le cas des personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer, la maladie ayant été décrite en 1907 par Alzheimer. On constate qu'il y a des détériorations différentes et progressives de la mémoire, notamment la mémoire à long terme explicite. On sait qu'il y a différentes régions qui sont touchées, parmi lesquelles on trouve le lobe temporal médian. Il existe donc chez les personnes qui présentent cette pathologie notamment deux modifications, ce qu'on appelle les neurodégénérescences fibrillaires et également des plaques séniles ou amyloïdes. La conclusion que l'on peut faire sans rentrer trop dans le détail, c'est que ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer soulignent à nouveau l'importance du lobe temporal médian dans la mémoire à long terme explicite. Évoquons le cas de N.A. qui a 21 ans en 1960, date à laquelle il est victime d'un accident qui va abîmer son diencéphale médian, plus spécifiquement son thalamus dorsomédian gauche, ainsi que ses corps mammillaires hypothalamiques. N.A. va présenter une amnésie qui va être essentiellement antérograde et concerner la mémoire explicite. La conclusion que l'on peut faire suite à ce cas, c'est que le diencéphale médian semble être une structure importante et impliquée donc dans la formation de nouveaux souvenirs explicites. On peut évoquer le cas des personnes atteintes du syndrome de Korsakoff qui a été décrit par Korsakoff en 1880. Dans ce syndrome de Korsakoff, on observe la mort d'un certain nombre de cellules nerveuses dans différentes régions de l'encéphale, notamment au niveau des corps mammillaires de l'hypothalamus, notamment au niveau du thalamus dorsomédian, dans ces mêmes régions qui sont abîmées chez NA, mais il y a en plus d'autres régions qui sont aussi impactées, comme les lobes frontaux ou encore le cervelet. Cette pathologie est notamment associée à un manque de vitamine B1, un manque de thiamine, en lien notamment avec l'alcoolisme, l'alcool impactant effectivement cette vitamine, notamment son absorption digestive et ayant tendance à la détruire. Au final, les cellules meurent dans ces différentes régions. On observe chez ces personnes une amnésie à la fois rétrograde et antérograde, accompagné aussi d'affabulation, de désorientation temporospatiale, ainsi que d'une certaine apathie, une certaine indifférence aux problèmes qui existent chez la personne et à son environnement. Donc la conclusion que l'on peut faire par rapport à ces cas, c'est que, à nouveau, comme c'était le cas chez NA, le diencéphale médian semble être effectivement une structure importante impliquée dans la formation de nouveaux souvenirs explicites. Évoquons un autre patient qui a été le patient de Handel-Tulving, cassé donc à 30 ans en 1981, date à laquelle il est victime d'un accident qui entraîne un certain nombre de lésions au niveau de son encéphale, notamment un certain nombre de lésions néocorticales, donc multiples, qui sont situées en différents lieux avec une tendance à être situées au niveau de la région frontale. On observe chez Cassé une amnésie rétrograde et antérograde pour la mémoire explicite épisodique plus spécifiquement. La mémoire explicite sémantique fonctionne chez lui, ainsi que la mémoire implicite. L'amnésie qu'il présente peut être qualifiée d'amnésie de la source ou source amnésia, puisqu'effectivement, ce qui va manquer, ce sont les informations de source chez Cassé. C'est ce qui a amené Tulving à proposer cette distinction que nous faisons maintenant entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. La mémoire épisodique, comme nous le disions, est une mémoire un peu de source, puisque c'est elle qui, d'une certaine manière, va nous permettre de nous souvenir dans quel lieu, avec qui, à quel moment de notre vie, nous avons appris une information d'ordre général, une information encyclopédique. Autre conclusion, on peut souligner le fait que cette mémoire épisodique implique des régions du cortex, plus exactement du néocortex, probablement plus spécifiquement situées dans les régions rostrales, notamment au niveau des régions préfrontales. On peut évoquer à présent le cas des personnes qui présentent des agnosies visuelles, qui vont être victimes en fait d'amnésie rétrograde et antérograde pour la mémoire explicite sémantique. Par contre, chez eux, la mémoire explicite épisodique fonctionne, la mémoire implicite également fonctionne. Donc, le cas de ces personnes vient renforcer la distinction que l'on a pu faire avec le patient KC, distinction entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. Donc, l'épisodique fonctionne chez ces personnes et par contre, la sémantique dysfonctionne. La conclusion que l'on peut faire est la suivante, c'est que chez ces personnes, la tendance est d'observer des lésions qui sont plutôt situées à un niveau caudal, au niveau du néocortex, par exemple au niveau du cortex temporal latéral, structure qui est notamment impliquée dans cette mémoire sémantique.
Évoquons les processus impliqués dans cette mémoire explicite que nous avons déjà mentionné, que nous allons un peu plus détailler ici. 4 processus, nous l'avons déjà dit. L'encodage pour commencer, qui correspond à l'acquisition de nouvelles informations, qui va être meilleur si l'attention est bonne. Si on peut associer les nouveaux éléments avec des éléments déjà en stock et donner donc du sens au tout, et bien sûr ce sera aussi meilleur si la motivation est là. On peut dire que le processus d'encodage va dépendre essentiellement de la mémoire de travail. Autre processus, la consolidation, c'est un processus qui va stabiliser les informations qui sont dans un premier temps stockées de façon plutôt labile, c'est-à-dire instable, et qui vont être consolidées, donc dirigées vers la mémoire à long terme d'une certaine manière. Et on sait que la consolidation va impliquer tout un tas de remaniements biochimiques avec un impact sur l'expression des gènes, la synthèse des protéines, et ainsi de suite. Processus suivant qui est le processus de stockage. Le stockage correspond, on va dire, aux mécanismes et aux sites par lesquels la mémoire va persister, avec des capacités de stockage qui semblent tout à fait illimitées. Dernier processus, le rappel, qui est le processus qui va permettre d'utiliser les souvenirs mis en stock. Évidemment, ça implique la collecte de tout un tas d'informations qui ont été stockées par petits morceaux, par bribes, en des lieux différents au niveau du système nerveux. Donc ça va impliquer, ce rappel, une certaine construction. Une fois qu'on a collecté les informations, il faut les recoller ensemble. On va donc constituer des images multisensorielles. Mais quand elles sont recollées, quand ces bribes sont recollées, les images qui sont constituées peuvent être sujettes à la distorsion. C'est-à-dire que le souvenir présente toujours une différence par rapport à l'expérience même qui a eu lieu. On peut parler donc de distorsion donc pour les constructions d'images qui se basent sur les souvenirs, comme il existe une certaine illusion associée à la perception. On peut noter que le rappel sera plus efficace quand les conditions seront proches de celles de l'encodage, parce que les indices permettant d'accéder aux souvenirs stockés sont plus directement disponibles. Et le rappel, comme l'encodage, dépend de la mémoire de travail. Alors justement, faisons quelques précisions concernant cette mémoire de travail. La mémoire de travail est envisagée comme étant constituée de 2 processus comme la mémoire de travail donc est à l'origine de 2 processus que nous venons d'évoquer. L'encodage et le rappel donc dépendent de cette mémoire de travail. L'encodage, c'est d'une certaine manière la possibilité de faire entrer les informations dans la mémoire à court terme, et ensuite les souvenirs pourront être constitués et entrer dans la mémoire à long terme. Donc on s'inscrit sur une direction vers le long terme. Le rappel consistant en la possibilité de récupérer les éléments placés dans la mémoire à long terme, les rappeler, les faire exister, les faire devenir d'une certaine manière conscients et donner la possibilité de travailler sur ces éléments. La mémoire de travail, nous l'avons dit, nous considérons que c'est la mémoire à court terme. Et cette mémoire de travail est constituée de plusieurs systèmes. Un système qu'on peut appeler l'administrateur central, qui va contrôler l'attention, qui applique probablement plus spécifiquement le néocortex préfrontal, et qui va réguler les flux d'informations vers 3 systèmes qui sont subordonnés, qui sont les suivants. Un premier système est appelé la boucle du langage ou boucle phonologique, le deuxième le cahier ou le calepin visio-spatial, et le troisième le buffer épisodique dans lequel vont circuler des informations multimodales. Donc ces 3 systèmes sont subordonnés à l'administrateur central, et ces 3 systèmes impliquent probablement davantage les néocortex d'association plus caudaux, c'est-à-dire plus postérieurs. Revenons sur les structures que nous avons mis au jour en passant en revue les différents cas cliniques. Nous avons donc constaté que l'étude de HM, de RB et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, bien que ces personnes vont présenter des lésions donc, dans le lobe temporal médian, ce qui nous a permis de dire que le lobe temporal médian est probablement impliqué dans la formation de nouveaux souvenirs explicites, plus spécifiquement dans le phénomène de consolidation qui s'inscrit vraiment sur le chemin vers la mémoire à long terme. C'est le processus qui va, à partir du moment où les informations sont encodées, faire entrer les informations dans le stockage.
on peut ajouter une remarque concernant ce lobe temporal médian, puisqu'avec le cas de Herbé, nous avons parlé de l'hippocampe. Soulignons une première chose, à savoir le fait que l'hippocampe peut être, cette dénomination peut être utilisée au sens large ou au sens strict. Au sens large, le terme hippocampe représente ce qu'on appelle la formation hippocampique, qui est constituée de 3 structures, le gyrus dentatus, la corne d'Amon, CA, et le subiculum. La corne d'Amon, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe au sens strict, et c'est cette région qui présente une lésion chez Herbé. La lésion est produite chez Herbé par ischémie. Ça veut dire que cette région donc va dégénérer parce qu'il y a un manque d'apport en sang, et souvent quand il y a une dégénérescence par ischémie, eh bien les neurones qui meurent vont libérer des substances toxiques qui peuvent avoir un impact sur les cellules alentours. On note que si une lésion, non pas par ischémie mais par aspiration, est réalisée chez l'animal, dans ce cas-là, on peut effectivement faire une lésion ciblée qui ne va pas impacter les zones alentours. Et on constate que dans ce cas-là, chez l'animal, on observe des troubles qui ne sont pas aussi importants que chez Herbé, puisqu'on va surtout avoir des problèmes de localisation spatiale, dans ce cas-là, chez les animaux. Donc tout cela, ça semble souligner que en réalité, ce qui est peut-être la structure qui est probablement la plus importante au niveau de ce lobe temporal médian, évidemment l'hippocampe a une certaine importance, mais probablement aussi le cortex entorhinal, qui est une structure qui est collée à la formation hippocampique et qui est a priori une des premières structures qui va être impactée chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Notons que l'hippocampe, ça correspond aussi à ce qu'on appelle un archicortex, qui est de type allocortex, puisqu'on n'a pas les 6 couches habituelles qu'on trouve dans un néocortex, mais seulement 3 couches. Et notons que l'hippocampe contient donc des neurones qu'on appelle neurones de lieu ou cellules de lieu, ce qui donc semble, ce qui a été mis en avant via cette expérimentation animale et qu'on retrouve via un certain nombre d'observations, comme nous l'avons dit, en cours. Le diencéphale médian donc est important dans la mémoire explicite. On l'a identifié à travers 2 ensembles de cas cliniques, le cas de NA et le cas des personnes atteintes par un syndrome de Korsakoff. Le diencéphale médian, comme le lobe temporal médian, est lui aussi impliqué dans la formation de nouveaux souvenirs explicites, et comme le lobe temporal médian, il semble être impliqué dans la consolidation. Donc lui aussi, il s'inscrit sur le chemin vers la mémoire à long terme. Et on peut d'ailleurs, j'ai mis ici une accolade pour souligner le fait que le lobe temporal médian, diencéphale médian travaillent ensemble. Ils doivent constituer ensemble une espèce de boucle au sein de laquelle l'information va circuler, être répercutée d'une structure à l'autre. Alors bien sûr, d'autres structures sont impliquées dans cette mémoire explicite. On peut évoquer un certain nombre de régions du néocortex. Donc le néocortex, il est à la fois impliqué dans la sensorimotricité, puisqu'on trouve au niveau du néocortex, notamment les cortex sensoriels primaires, qui vont être importantes pour l'acquisition des informations. Mais le néocortex, c'est aussi la structure qui est impliqué dans le stockage des souvenirs explicites, qu'ils soient épisodiques ou sémantiques, épisodiques probablement plutôt dans les régions rostrales, sémantiques plutôt dans les régions caudales, avec un stockage qui va davantage intéresser probablement les cortex sensoriels primaires. Il est probable que les souvenirs de nature visuelle soient stockés plutôt dans les cortex visuels primaires, les souvenirs de nature auditive dans les cortex auditifs primaires, et ainsi de suite. Et enfin, le néocortex, c'est aussi la structure à laquelle est associée la fonction de mémoire de travail, qui est impliquée, comme nous l'avons dit, dans les phénomènes, les processus d'encodage et de rappel. Donc, si on construit un modèle de la mémoire explicite, comme nous avons pu le faire à travers un schéma dans le cours, on peut noter qu'il existe en fait de nombreuses boucles. On vient d'en évoquer une entre le lobe temporal médian et le diencéphale médian, mais toutes les structures en fait communiquent dans les 2 sens, les unes avec les autres. Donc ces boucles vont impliquer le lobe temporal médian, le diencéphale médian et bien sûr le néocortex, ces trois structures. Et justement, l'information va circuler en boucle, elle va
subir ce qu'on appelle une forme de réverbération, et c'est probablement cette circulation, cette réverbération de l'information dans les boucles qui va être à l'origine de changements synaptiques, et probablement aussi d'une certaine conscience de l'information, puisque cette boucle circule par aller-retour et impacte aussi, met en jeu des structures importantes pour la connaissance, donc la conscience. D'autre part, notons que dans ce modèle de mémoire explicite, les structures de l'éveil ont leur importance, comme notamment le télencéphale basal cholinergique, ou encore les noyaux du raphet sérotoninergique ou le locus coeruleus noradrénergique, puisqu'effectivement ces structures vont d'une certaine manière mettre un petit peu en éveil ces diverses structures que nous venons de mentionner, ce qui va permettre justement la possibilité d'apprendre et de se souvenir. Alors abordons maintenant la mémoire implicite à travers donc la suite de cette carte que l'on retrouve ici. Alors, concernant cette mémoire implicite, on peut évoquer un certain nombre de cas cliniques qui ont permis d'en apprendre davantage sur cette forme de mémoire à travers les personnes qui présentent une maladie de Parkinson. Chez ces personnes, il existe une dégénérescence des noyaux gris de la base, plus spécifiquement une dégénérescence de la substance noire compacte. On constate que chez ces personnes, la mémoire explicite fonctionne. Les troubles concernent la mémoire implicite, avec notamment une perte de la capacité à réaliser certaines habiletés motrices. Chez les personnes atteintes de chorée de Huntington, là aussi il y a une dégénérescence des noyaux gris de la base, c'est plus spécifiquement le néostriatum qui dégénère, et on constate que chez ces personnes, ce qui dysfonctionne, c'est la mémoire implicite également. Et il en est de même chez les cérébelleux, les personnes qui présentent une lésion du cervelet vont elles aussi présenter différents dysfonctionnements de la mémoire implicite. Donc nous dirons simplement concernant cette mémoire implicite que les circuits sont assez mal connus, mais qu'on sait que cependant il y a un certain nombre de structures qui sont en jeu. Les noyaux gris de la base, comme nous venons de l'évoquer avec les parkinsoniens et les personnes atteintes de la maladie de Huntington, de la chorée de Huntington. Les cortex, bien sûr, sensorimoteurs vont être en jeu, le cervelet et donc tout un tas aussi de régions au niveau du diencéphale, mais aussi au niveau du tronc cérébral. Et là encore, la mémoire implicite va elle aussi impliquer un certain nombre de structures de l'éveil, comme c'était le cas pour la mémoire explicite. Ajoutons un mot sur la mémoire émotionnelle à présent. On sait qu'elle implique notamment les amygdales cérébrales. Les amygdales cérébrales, on sait que ce sont des structures qui établissent un certain nombre de relations avec tout un tas d'autres structures dans le système nerveux, notamment des structures impliquées dans les mémoires explicites, d'autres impliquées dans la mémoire implicite. C'est pour ça qu'on peut dire que la mémoire émotionnelle est finalement d'une certaine manière un petit peu branchée en parallèle sur les mémoires explicites et implicites, ce qui veut dire que quand il y a une lésion des amygdales, ça ne va pas avoir un impact directement sur les mémoires explicites et implicites. On va pouvoir toujours observer un bon fonctionnement de ces mémoires. Par contre, il y aura moins de modulation puisque les émotions ne vont plus moduler la manière dont les souvenirs vont pouvoir être stockés. On sait que la mémoire émotionnelle est liée au fait que lors d'une expérience émotionnelle, il y a tout un tas de mécanismes qui vont être mis en branle, avec notamment tout un tas de systèmes neuronaux qui vont être activés, mais aussi tout un tas de systèmes hormonaux. Et ces systèmes vont pouvoir, alors pour certains, faciliter la mise en mémoire des éléments émotionnels. Souvent, l'élément saillant de l'expérience émotionnelle, il va être mieux mémorisé, alors que pour le contexte, ce ne sera pas plus mémorisé que dans un souvenir non émotionnel. Donc voilà, il y a une certaine facilitation qui peut s'observer, mais ça reste toutefois à nuancer parce que quand ces différentes substances sont présentes par exemple trop longtemps, un effet perturbateur peut aussi exister. Enfin, intéressons-nous maintenant à la question de la plasticité cérébrale, propriété donc du tissu nerveux fondamental qui permet de comprendre la possibilité d'apprendre et de mémoriser. Alors déjà, on peut se questionner sur les traces mnésiques. Est-ce que les souvenirs sont une réalité ou pas? Alors il y a un consensus qui existe, qui a déjà même été proposé par Kajal quand il a identifié donc, les neurones. Le consensus, c'est de se dire que les souvenirs sont stockés dans les synapses, plus exactement dans les changements en fait, synaptiques, les changements en fait, dans les connexions entre les neurones. Alors, Hebb a proposé une théorie dans les années 1950, qui est la théorie des assemblées cellulaires,
Pour lui, en fait, quand une stimulation est présentée, elle va activer un certain nombre de neurones, donc un réseau de neurones est activé, et l'information va tourner, va se réverbérer en fait dans ce réseau de neurones. Et le fait que ça se réverbère, déjà, ça fait que la stimulation, même quand elle a disparu dans l'environnement, par exemple, elle va pouvoir continuer à exister chez l'individu, puisque l'activité dans les réseaux de neurones activés perdure, et cette activité qui se réverbère, qui perdure, peut renforcer certaines synapses. Il a dit la chose, enfin, ce qu'on peut résumer de la manière suivante, les neurones qui déchargent ensemble se connectent ensemble. Donc l'idée, c'est l'idée d'un renforcement qui va se faire de certaines synapses lors de la présentation d'une stimulation. Ce qui fait qu'ensuite, si on présente seulement un élément de la stimulation, eh bien quelques neurones vont s'activer et finalement, c'est au final tout le réseau de neurones qui va assez facilement se réactiver du fait de la présence d'un renforcement. Donc Hebb ne parle que de l'existence d'un renforcement synaptique, mais l'inverse existe aussi, comme nous le verrons. Concernant la mémoire, on s'est aussi posé la question des modèles de mémoire et on s'est demandé est-ce que la mémoire obéit à un processus de mémoire non distribué. L'idée ici est de se dire qu'un souvenir est stocké dans un neurone, ce qui n'est pas le cas. Fort heureusement, sinon la mémoire serait assez peu robuste, puisque en perdant par exemple le neurone qui stocke le souvenir d'une fleur spécifique, on perdrait le souvenir de cette fleur. Et le modèle qui prévoit actuellement, c'est le modèle d'une mémoire distribuée, avec l'idée donc que, si je reprends cet exemple très, très, très basique, l'idée que le souvenir d'une fleur va être distribué sur plusieurs neurones, sur tout un réseau, ce qui fait que s'il y a un de ces neurones dans ce réseau qui meurt, le système est assez robuste puisque les autres neurones sont là et donc le souvenir de la fleur sera toujours présent. Donc voilà, le modèle retenu est celui du modèle de la mémoire distribuée. Alors, les chercheurs se sont posé la question comment vérifier l'hypothèse de Hebb, ce qui est complexe, ça revient un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, pour simplifier un petit peu les recherches, on s'est focalisé soit chez des organismes dont le système nerveux est relativement simple, parce que constitué de pas trop de neurones, c'est le cas par exemple de l'aplysie, qui est un mollusque, et d'autres chercheurs se sont focalisés sur les mammifères, mais seulement sur certaines de leurs structures. Et il y a notamment l'hippocampe, qui a permis, sur lequel les chercheurs se sont focalisés, ce qui a permis de mettre en évidence un phénomène dit de potentialisation à long terme, qui correspond à un phénomène de renforcement. Et d'autres chercheurs se sont intéressés au cervelet, qui a permis de mettre en évidence un processus appelé DLT, dépression à long terme, qui correspond à l'inverse du renforcement synaptique, puisqu'il s'agira d'une dépression, d'un affaiblissement des synapses. Alors, commençons par un mot sur l'aplysie. L'aplysie, de son nom latin Aplysia californica, est aussi appelée limace de mer. C'est un organisme dont le système nerveux est relativement simple, parce qu'il contient assez peu de neurones, puisqu'on est sur 20 000 neurones, parmi lesquels certains de ces neurones sont géants. Alors ces neurones sont organisés en un réseau avec plusieurs ganglions qui vont être présents, et on sait que ces neurones sont impliqués dans tout un tas de comportements, et notamment dans des réflexes. Le réflexe qui va nous intéresser ici, c'est le réflexe de retrait du siphon et de la branchie. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à une expérience qui va mener à une habituation chez l'aplysie. L'expérience est la suivante, on commence par une observation préliminaire. On va toucher le siphon de l'organisme. Quand on touche le siphon, on observe un retrait du siphon et de la branchie. On va exposer l'animal à une phase expérimentale, donc on va répéter l'expérience suivante, on va toucher plusieurs fois le siphon. Et on fait comme ça une session de stimulation. Ensuite, on va évaluer, on va toucher le siphon et ce qu'on va constater, c'est qu'après cette situation expérimentale, eh bien, le réflexe, enfin, le mécanisme, le mouvement de retrait du siphon va disparaître. Donc, on peut se dire qu'entre l'observation préliminaire et l'évaluation, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose, c'est l'expérience qui a mené à un changement dans le comportement, puisqu'on n'a plus le retrait du siphon qui a disparu. On peut donc dire qu'il y a une habituation qui s'est exercée chez l'animal. Alors, le réseau de neurones qui est en jeu dans ce mécanisme a été identifié. Il implique tout un tas de neurones, des neurones sensoriels, des interneurones, des neurones moteurs.
En tout cas, l'étude de ces réseaux de neurones montre que le phénomène d'habituation, il s'explique parce qu'on observe une dépression, des dépressions synaptiques dans ce réseau, notamment entre donc les neurones sensoriels et puis interneurones et neurones moteurs, comme nous l'avons ici, avec une diminution donc de la quantité de neurotransmetteurs qui va être libérée. Alors bien sûr, chez d'autres organismes, des phénomènes semblables peuvent s'observer, des dépressions synaptiques donc analogues à l'aplésie entre un neurone sensoriel et d'autres neurones. Après, on peut observer aussi des mécanismes qui peuvent être des accroissements d'inhibition synaptique. Donc il y a d'autres observations qui ont été faites chez d'autres organismes, mais qui au final montrent la même chose, c'est qu'il y a des modifications qui vont s'observer au niveau des synapses. Notons que la durée de la mémoire va être déterminée par la durée du changement synaptique. On note que si une seule session de stimulation est réalisée, eh bien, on va produire une habituation qui va durer seulement quelques minutes. On peut parler d'une habituation à court terme. Si on fait une session unique de stimulation, mais on la fait durer un petit peu plus, ça ne va pas changer grand-chose. On sera toujours sur une habituation de quelques minutes. On est toujours sur de la mémoire à court terme, finalement, une habituation à court terme qui est produite. Par contre, si on expose l'animal à une première session de stimulation, puis une autre, et puis encore d'autres, 4 sessions, mettons, de stimulation qui sont espacées les unes des autres, et bien là, on va générer une habituation qui va durer 3 semaines. On peut se dire que là, on génère du long terme, ça veut dire que les modifications synaptiques dans le réseau de neurones vont perdurer pendant 3 semaines. Ce qui montre ici qu'un entraînement espacé pour apprendre des connaissances, par exemple, va être largement plus efficace qu'un entraînement de masse, en tout cas si on souhaite produire de la mémoire à long terme. Évoquons à présent la question de la sensibilisation chez l'aplésie. Alors l'expérience réalisée va être la même. Dans une observation préliminaire, on touche le siphon et on observe un retrait du siphon et de la branchie, un retrait qu'on va qualifier de léger. On expose l'animal à une expérience. L'expérience consiste à appliquer un choc électrique sur la queue de l'animal, ce qui évidemment est une stimulation à valeur menaçante pour l'organisme. On fait ensuite une évaluation. On va à nouveau faire la stimulation de départ. On touche le siphon. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un retrait assez intense du siphon parce que l'organisme tout simplement a été sensibilisé. Donc on peut se demander, finalement, évidemment, même démarche que précédemment. Qu'est-ce qui fait que entre la situation préliminaire et la situation d'évaluation, quand on touche le siphon, on n'a pas la même réponse? Évidemment, c'est l'expérience. Et ce qui l'explique, c'est le fait que cette expérience a amené un changement à nouveau dans certains réseaux de neurones. Là aussi, les réseaux de neurones qui sont en jeu sont connus. On retrouve les neurones que nous avions cités dans l'habituation, des neurones sensoriels, des interneurones, neurones moteurs, et aussi des neurones sensoriels, pas que des neurones du siphon, mais aussi des neurones de la queue. Globalement, ce qu'on constate, c'est que la sensibilisation, comme l'habituation, s'explique par une modification synaptique. Par contre, ici, cela s'explique par l'augmentation de l'efficacité synaptique. Donc, il y a une potentialisation synaptique qui s'observe. Et cette potentialisation synaptique, elle est réalisée via un interneurone modulateur qui peut être aussi qualifié d'interneurone facilitateur de nature sérotoninergique. Donc, si on conclut là sur la sensibilisation, on peut dire que déjà, comme l'habituation, elle présente des formes à court terme et à long terme. Donc, ce qu'on peut noter maintenant, si on va être un petit peu plus précis sur ce qui se passe, c'est que dans les formes à court terme, on a donc des changements synaptiques qui vont s'observer, qui vont être plus spécifiquement des changements biochimiques au niveau des synapses. Par contre, quand on observe des formes à long terme de cette sensibilisation, et c'est le cas aussi pour l'habituation, donc forme à long terme qu'on observe quand on répète la phase expérimentale, eh bien on constate que là encore, bien sûr, ça implique des changements dans les synapses, mais on n'est pas uniquement sur des changements biochimiques, on est sur des changements qui vont être plus en profondeur, avec une modulation dans l'expression génique qui peut s'observer, avec du coup ce qui en découle une expression protéique qui va être modifiée, et on peut même voir les réseaux de neurones évoluer. Il peut y avoir soit un développement des synapses, soit au contraire un élagage des synapses, donc un remaniement plus en profondeur ici des réseaux de neurones.
Évoquons le conditionnement classique de l'aplysie. Disons simplement ici que là encore le conditionnement classique chez l'aplysie implique des changements dans les mécanismes de fonctionnement des réseaux de neurones, des changements qui peuvent à la fois se produire sur le versant présynaptique mais aussi sur le versant post-synaptique. Évoquons maintenant les travaux qui ont été faits chez les mammifères, notamment au niveau de l'hippocampe, ce qui a permis de mettre en évidence ce phénomène de potentialisation à long terme, ou PLT. Alors, notons qu'au niveau de la formation hippocampique des mammifères, il existe 3 voies nerveuses qui ont été identifiées. La voie dite perforante, qui implique des neurones du cortex entorhinal qui vont établir des synapses avec des neurones du gyrus dentatus. La voie moussue, entre les neurones du dentatus et de la région CA3. Et puis, la voie décollatérale de Schaeffer, entre des neurones CA3 et des neurones CA1. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est cette dernière voie. On va en fait zoomer sur on va dire une synapse qui a pour neurone présynaptique un neurone CA3 et pour neurone post-synaptique un neurone CA1. L'expérience faite est la suivante. Dans une observation préliminaire, on constate qu'une stimulation isolée des neurones CA3 va entraîner la production de potentiel postsynaptique excitateur dans les neurones CA1, ces PPSE ayant une amplitude modérée. On réalise une expérience, donc la phase expérimentale va consister à stimuler à haute fréquence les neurones CA3. C'est ce qu'on va appeler la phase d'induction de la PLT, c'est-à-dire que c'est la phase où on va induire la modification synaptique. Si bien que ensuite, la phase expérimentale, c'est toujours la phase où voilà, un changement va se produire, si bien qu'après la phase expérimentale, quand on passe à l'évaluation, on s'intéresse à ce qui se passe. Donc on fait comme dans l'observation préliminaire, on fait une stimulation isolée du neurone CA3, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on observe? Non pas un PPSE d'amplitude modérée, mais un PPSE d'amplitude élevée dans le neurone CA1. Donc, on peut dire qu'il y a une modification qui s'est produite au niveau de la synapse. La synapse a été potentialisée et on peut souligner le fait qu'effectivement, maintenant, une même stimulation va entraîner non pas une réponse modérée, mais une réponse relativement forte. Il y a donc eu un changement. Alors si on en dit un petit peu plus sur cette synapse entre les neurones CA3 et les neurones CA1, on peut noter que les neurones CA3 sont présynaptiques, sont glutamatergiques, ils libèrent donc du glutamate. Les neurones CA1, les neurones donc postsynaptiques, eux ont des récepteurs à ce neurotransmetteur qu'est le glutamate. Si on étudie un peu plus en détail ces récepteurs, on note qu'il y a des récepteurs ionotropiques qui sont appelés récepteurs non NMDA, qui sont plus spécifiquement de type AMPA, mais on les appellera non NMDA. Ce sont des récepteurs qui, lorsqu'ils lient le glutamate, vont s'ouvrir. Ils sont associés à un portillon, enfin en tout cas c'est une façon de les décrire, qui s'ouvrent, et lorsqu'ils s'ouvrent, des mouvements ioniques se font et des PPSE vont apparaître. D'autre part, il y a au niveau de ces neurones CA1 d'autres récepteurs au glutamate qui sont des récepteurs alors, de type ionotropique mais qui ont un fonctionnement plutôt métabotropique. Ce sont des récepteurs qu'on appelle NMDA. Ce sont des récepteurs qui sont bloqués par un ion qui est un ion magnésium et cet ion magnésium il peut être éliminé, il peut l'être s'il y a une forte dépolarisation, c'est-à-dire s'il y a par exemple de forts PPSE, il va pouvoir être éliminé. Alors, si l'ion magnésium est éliminé, et si à ce moment-là, il y a toujours du glutamate, et que ce glutamate donc, se fixe à ces récepteurs NMDA, à ce moment-là, les récepteurs, qui sont couplés aussi à un portillon, vont voir leur portillon s'ouvrir, ce qui va permettre à du calcium d'entrer dans l'élément post-synaptique. Et il se trouve que lorsque les ions calcium entrent, ils ont des effets en intracellulaire, et ça va avoir un impact métabolique sur ces neurones post-synaptiques, donc sur les neurones CA1. Alors, on peut expliquer ici ce qui s'est passé. En fait, dans l'expérience, la phase expérimentale, on l'a dit, modifie le comportement de la synapse. En fait, quand on réalise la stimulation à haute fréquence du neurone CA3, il va y avoir une libération de beaucoup de glutamate puisqu'on n'arrête pas de stimuler ce neurone CA3. Du coup, ce glutamate qui est présent en grande quantité dans les fentes synaptiques va avoir des effets sur les neurones CA1. Déjà, en activant les récepteurs non NMDA, ça va entraîner la naissance de nombreux PPSE dans le neurone post-synaptique. Comme il y a beaucoup de PPSE, eh bien,
on va pouvoir activer les NMDA. Comme il y a beaucoup de PPSE, les ions magnésium sautent. Comme il y a toujours du glutamate qui est libéré parce qu'on est toujours en train de stimuler le neurone CA3, eh bien, il y a du glutamate qui se fixe au récepteur NMDA, qui s'ouvre, et les ions calcium, finalement, vont entrer. Ça va être à l'origine de modifications métaboliques qui vont se produire. Ces modifications métaboliques, on les observe à la fois dans le neurone CA1. On va voir que la sensibilité des récepteurs non NMDA va être augmentée parce qu'il va y avoir une modification donc moléculaire de ces récepteurs qui va être réalisée. On constate aussi qu'il va y avoir une augmentation du nombre de récepteurs NMDA présents sur l'élément post-synaptique. Et on constate aussi que dans le neurone CA1, il va y avoir production d'un messager rétrograde, le monoxyde d'azote, qui va agir justement sur le neurone CA3, qui va avoir ses capacités à libérer du glutamate qui vont être augmentées. Donc on a des modifications ici sur les deux versants, ce qui explique au final que lors de la phase d'évaluation, quand on fait une simple stimulation, on observe des PPSE qui sont plus importants. Donc on peut revenir sur ce qui se passe quand on fait cette stimulation à haute fréquence. Donc ça va reproduire un phénomène qu'on va observer physiologiquement, qui est le phénomène de coopérativité. On parle de coopérativité quand plusieurs synapses sont actives en même temps. Donc là, il n'y a qu'une seule synapse qui nous intéresse, mais si on imagine le neurone postsynaptique, il reçoit en réalité de nombreux contacts synaptiques. S'ils sont nombreux à être activés en même temps, il y a une coopérativité. C'est ce qui va faire que les PPSE vont être assez importants dans le neurone postsynaptique. C'est ce qui va pouvoir faire sauter les ions magnésium. Et à ce moment-là, s'il y a toujours finalement une activation de la synapse qui nous entraîne, il va y avoir une associativité, c'est-à-dire que le glutamate libéré par l'élément présynaptique va pouvoir agir sur les récepteurs NMDA qui sont déloqués parce que le magnésium est parti, et donc ils vont pouvoir être ouverts et du calcium va pouvoir entrer. Alors, il a été noté que deux phases existent au niveau de cette potentialisation à long terme. On pourra parler d'une forme de mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle la phase précoce de la potentialisation à long terme, et d'une phase tardive, une sorte de mémoire à long terme de la potentialisation à long terme. Alors, la phase précoce de la potentialisation à long terme, on l'observe quand on fait une seule stimulation, une seule série de stimulations à haute fréquence de l'élément présynaptique. On va voir que le changement synaptique, donc la PLT, va durer entre 1 et 3 heures. Et on sait que la phase précoce de la PLT implique uniquement des modifications biochimiques. Il n'y a pas de modification concernant les ARN messagers ou la synthèse éventuelle de nouvelles protéines. Par contre, c'est exactement ici la même chose que ce qui se passe pour la plisie. Si on repose au réseau neurone donc plusieurs phases expérimentales, c'est-à-dire qu'on va répéter, on va faire plusieurs sessions de stimulation à haute fréquence, eh bien on va constater dans ce cas-là que les modifications dans le réseau neurone vont durer plus de 24 heures. C'est pour ça qu'on peut parler d'une forme de mémoire à long terme, parce que les modifications vont subsister plus longtemps, et si on regarde ces modifications, on voit qu'elles sont plus profondes, on retrouve des modifications biochimiques, mais en plus on va avoir des modifications dans l'expression génique, avec donc déjà tout un ensemble de mécanismes qui vont impliquer notamment des MAP kinases ou la protéine crève, et au final on va avoir une croissance des synapses, voire la synthèse de nouvelles synapses. On peut se demander, est-ce que l'inverse de la potentialisation à long terme existe? La potentialisation à long terme, c'est le renforcement d'une synapse. Donc, est-ce que l'inverse, c'est-à-dire l'affaiblissement d'une synapse, existe dans la formation hippocampique? La réponse, c'est oui. L'affaiblissement des synapses, c'est ce qu'on va appeler la dépression à long terme ou DLT. Et ça a été mis au jour par un certain nombre de chercheurs. Et on a nommé cette théorie la théorie BCM du nom de ces chercheurs. Donc, on peut en conclure que PLT et DLT, finalement, existent dans l'hippocampe, mais aussi en dehors de l'hippocampe, en dehors de la formation hippocampique. Or justement, la DLT, la dépression à long terme, a plus spécifiquement été étudiée par le cervelet, qui contient donc notamment des cellules de Purkinje qui reçoivent un certain nombre de contacts, notamment deux ensembles de contacts. On sait qu'une cellule de Purkinje reçoit des contacts multiples de la part d'une unique fibre grimpante, et on sait qu'une cellule de Purkinje reçoit aussi des contacts qui, eux, sont uniques, mais de la part de plusieurs fibres parallèles, lesquelles sont les axones des grains, comme nous l'avions expliqué dans le chapitre sur le cervelet. Alors, selon une théorie qui est la théorie de Maralbus, eh bien, le cervelet est une structure qui est importante pour les apprentissages sensorimoteurs, puisque c'est une structure qui va pouvoir réaliser tout un tas de régulations motrices, de correction donc des mouvements.
Les fibres grimpantes, elles proviennent de l'olive, des olives bulbaires inférieures, et ce sont des fibres qui vont disposer, qui vont disposer d'informations proprioceptives et qui vont pouvoir marquer certains mouvements comme étant éventuellement défectueux. Autrement dit, ce sont des fibres qui, en étant informées sur, entre autres, ce qui se passe au niveau proprioceptif, vont pouvoir réaliser un certain nombre de corrections. Et ces corrections vont se faire via une modulation de l'efficacité des synapses qui existent entre fibres parallèles et cellules de Purkinje. Donc l'expérience qui a été menée est la suivante. On a observé dans une observation donc préliminaire que lorsqu'on stimule une fibre parallèle, on observe un PPSE dans la cellule de Purkinje, un PPSE qui est d'amplitude modérée. Dans la phase expérimentale, on va faire des stimulations simultanées des fibres parallèles et des fibres grimpantes. C'est la phase expérimentale, la phase d'induction de la DLT, c'est-à-dire d'induction de la modification synaptique. Et on observe ensuite dans l'évaluation que quand on fait à nouveau la même stimulation de fibres parallèles que celle qu'on avait faite dans l'observation préliminaire, eh bien on voit que dans la cellule de Purkinje, des PPSE s'observent, mais ces PPSE vont avoir une amplitude qui va être plus faible. Donc autrement dit, on peut dire qu'ici, il y a une modification qui s'est réalisée. La synapse impliquée, la synapse que l'on suit, est déprimée. Et maintenant, lorsqu'on fait la stimulation, eh bien, au lieu d'entraîner une réponse modérée, elle va entraîner une réponse qui est plus faible. Et cela s'explique une fois de plus par une modification dans le fonctionnement des entités qui constituent la synapse, notamment au niveau post-synaptique, où on va observer une diminution de l'efficacité des récepteurs, ils vont être moins sensibles, ainsi qu'une internalisation justement de ces récepteurs. Alors terminons par donc une remarque sur cette plasticité nerveuse qui s'explique par tout un tas de mécanismes, parmi lesquels on peut évoquer les modifications donc fonctionnelles, c'est-à-dire biochimiques des synapses, les modifications morphologiques des synapses qui peuvent grandir, qui peuvent au contraire devenir plus petites, les modifications du nombre de synapses, c'est-à-dire que les circuits de neurones peuvent même se modifier, mais il y a aussi tout un tas d'autres phénomènes qui sont en jeu, le fait que des nouveaux neurones, notamment ceux issus de la néoneurogenèse, peuvent s'incorporer au réseau de neurones déjà existant, même s'il y a peu de néoneurogenèse, il y a quand même des nouveaux neurones qui sont constitués. On sait que cette néoneurogenèse est notamment présente au niveau de l'hippocampe. On peut évoquer l'implication des cellules gliales et le fait que ces cellules gliales vont pouvoir se modifier, ce qui va aussi contribuer à la plasticité. On sait notamment que, par exemple, la myéline, qu'on pensait entre guillemets relativement inerte, est impliquée en fait dans les apprentissages et la mémoire. On peut aussi évoquer les modifications vasculaires. Donc, en gros, on souligne là la possibilité de tout un tas de modifications biochimiques, mais de modifications même encore plus en profondeur, puisque c'est aussi l'expression des gènes directement qui va pouvoir être modifiée au cours finalement des apprentissages. Revenons sur quelque chose que nous avions déjà évoqué, à savoir la modification des cartes somesthésiques, comme nous l'avions vu aussi pour les cartes motrices. Mais si dans une expérience on propose à un organisme de surutiliser certains doigts, eh bien on constate que les doigts surutilisés vont être surreprésentés, par exemple au niveau du cortex somesthésique primaire. A l'inverse, si un doigt est perdu, eh bien la région corticale du doigt perdu, donc au niveau toujours de ce cortex somesthésique primaire, les neurones de cette région ne vont pas cesser d'être utilisés, ils vont être recyclés et ils vont être réaffectés aux doigts subsistants. Donc tout ça, c'est possible parce que justement, il y a cette plasticité qui existe. Donc on peut souligner pour terminer que le tissu nerveux, il est modelé par tout un tas de phénomènes. On peut évoquer évidemment les gènes du développement. Au cours du développement, il y a tout un tas de remaniements du tissu nerveux évidemment qui s'observent. Les hormones vont aussi remodeler le tissu nerveux, les apprentissages comme on l'a souligné ici, les situations de stress, les situations émotionnelles, tout un tas de substances psychoactives, tout un tas de drogues, et a fortiori les addictions,
mais également un simple échange humain. En fait, c'est vraiment l'expérience de chaque jour qui va modifier, remodeler notre tissu nerveux, qui va avoir un impact sur les réactions biochimiques, sur l'expression génétique. Et à ça, on peut aussi ouvrir sur tout ce qui est de l'ordre de l'épigénétique, puisque certains apprentissages faits par certains organismes peuvent parfois se retrouver dans la descendance, à travers justement ces modifications épigénétiques qui vont consister entre autres à des méthylations ou au contraire suppression de méthylation au niveau de l'ADN, au niveau des gènes. Nous en avons donc terminé avec ce chapitre sur les apprentissages et la mémoire, et je vous dis à bientôt pour une autre carte mentale.